On les connaît surtout sous le crayon de Maurice, méchant, indissociable des aventures de Lucky Luke et qui semble collectionner toutes les tares, cupidité, stupidité, incompétence. Comme pour de nombreux personnages de ces bandes dessinées, le génie du 9e art s'est inspiré des hors-la-loi du Grand Ouest. Car les frères Dalton ont réellement existé et se rendirent célèbres pour leurs multiples attaques de banques et de trains. Mais avant de devenir bandits des grands chemins, Emmett, Bill, Grat et Bob furent des enfants modèles. Bien le bonjour jeunes gens, alors on parle encore une fois de bande dessinée, parce que c'est vrai que j'ai même pas fait exprès, mais je me rends compte que la dernière fois c'était Astérix et Obélix, maintenant c'est les Dalton, parce que eux aussi ont une véritable histoire, et je vais vous la conter. La famille Dalton est emblématique de ce qu'on appelle la frontière. C'est une zone aux États-Unis qui représente la lente avancée vers l'ouest. Elle est très attachée aux mœurs puritaines et porteuse du rêve américain, selon laquelle, à force de travail, de courage, on peut atteindre toujours ses objectifs. Lewis Dalton, travailleur acharné et devenu tenancier de bar, accompagné de Adeline Younger. Le couple s'établit pendant une trentaine d'années dans une modeste ferme de la région. Là, il donne naissance à 15 enfants. Ouais, 15. Dont 3 meurent en bas âge. Les survivants grandissent dans un monde marqué par la violence et la pauvreté. L'État est la frontière entre le Nord et le Sud, qui est ravagée par les batailles de la guerre de sécession, puis déchirée par les règlements de compte des partisans des deux camps. En 1882, chassée par les maigres récoltes, la famille déménage au sud-est du Kansas, près de Coffeyville. 2 ans plus tard, ils gagnent les territoires indiens qui s'ouvrent à la colonisation, qui est actuellement l'Oklahoma. D'une ferme à l'autre, le rude quotidien des garçons ne varie guère. Ils aident Lewis, leur père, à cultiver maïs, betteraves et nourrissent les cochons. Bien sûr, tous respectent les préceptes de la Bible. Adeline, elle, veille à une éducation rigoureuse qui semble porter ses fruits. Les 2 aînés, Ben et Cole, obtiennent un diplôme universitaire. Un autre fils, Bill, lui, tente sa chance en Californie. Et surtout Frank, lui, il a toujours arbitré les disputes familiales. Il est du camp de la loi. Et en 1884, il part exercer la mission de marshal fédéral adjoint à Fort Smith, dans l'Arkansas. La fratrie est très bien partie pour incarner le rêve américain. The American Dreams. Mais tout bascule, 3 ans plus tard. Un jour d'hiver 1887, la famille voit arriver un cortège lugubre à la ferme. Des marshals ramènent le corps de Frank, assassiné d'une balle à la tête par un voleur de chevaux qu'il traquait aux confins des territoires du Cherokee. Comme un malheur n'arrive jamais seul, le père Dalton, alcoolique, quitte le foyer, laissant une tonne de dettes à sa femme et à ses fils. On propose à Grattan, surnommé Glant, de reprendre le poste vacant de Frank. Il accepte à condition de s'adjoindre des services de son petit frère Emmett, âgé de 16 ans. Robert, dit Bob, 18 ans, devient lui parallèlement chef de la police indienne de la tribu des Osages. 3 frères, 3 hommes de loi, Frank pourrait être fier d'eux. Sauf que Grat, Bob et Emmett passent difficilement pour des modèles de probité et de vertu. Rapidement, les 3 abusent de leur autorité, rackettent des marchands et volent des chevaux. Ils se gênent d'autant moins que Washington tarde à envoyer leur paye. De plus, si leur mission était considérée comme un honneur, elle était également considérée comme très dangereuse. Et il était courant que les marshals en tirent un profit personnel. Parmi les 3 frères, Bob s'impose déjà comme étant le meneur. Ses yeux bleus avaient le regard d'acier, devant lequel chaque être se pliait inconsciemment. Violent, irascible, Bob ne se contente pas à l'escroquerie. En août 1889, il assassine froidement Charlie Montgomery, un cow-boy qui a osé courtiser sa prétendante. Il l'assassine en prétextant qu'il l'avait surpris en plein trafic d'alcool. C'en est trop pour les autorités. Face aux méfaits répétés des Dalton, ils sont privés de leur insigne et de toute apparence de légalité. Dès lors, Bob et Grat basculent définitivement du côté des hors-la-loi. 1890, le premier est inculpé pour trafic d'alcool en territoire indien, tandis que le second, lui, est soupçonné de vol de chevaux, qui est un crime passible de la mort. Ils prennent alors la fuite. C'est ainsi que le clan Dalton, qui sèmera la terreur dans l'Ouest 2 années durant, se constitue au Nouveau-Mexique, au terme de 1600 km de chevauchée. Bob et Grat sont accompagnés d'Emmett, qui a renoncé aux tendres intentions de Julia pour suivre ses frères. 3 amis les suivent, dont un certain Charlie Bryant. Été 1890, à Silver City, la bande braque une salle de jeu. Fuyant les marshals du juge Parker, surnommé le juge de la potence, les Dalton rejoignent leur frère Bill en Californie. Là, ils sont accusés d'avoir braqué un train le 6 février 1891. Sont-ils coupables? Les preuves sont minces. Mais leur réputation est faite, ils sont recherchés. Grat est capturé puis emprisonné, tandis que Bob et Emmett s'enfuient vers les terres de leur enfance. Avec 3 ou 4 malfrats, ils se planquent dans le Cherokee Strip,
qui est une bande de terre sauvage située entre l'Oklahoma et le Kansas. Ces étendues arides sont les refuges traditionnels des hors-la-loi, le gang armé surgit au galop pour attaquer des diligences, voler des pur sang, arrêter littéralement des trains, retourner des entrepôts, et ensuite ils vont tranquillement se recoucher à la belle étoile. Parfois, ils prennent le risque d'une visite éclair à leur chère maman. La bande se spécialise dans les attaques de train. 4 en moins de 2 ans. Chargés de sacs de dollars convoyés par le Wells Fargo, les trains sont une cible de choix. D'autant plus que le gang a une arme secrète, Eugenia Moore. La compagne de Bob, une aventurière qui joue les informatrices. Été 1892, elle prévient les Dalton que dans la petite ville de Red Rock, le train ne s'arrête uniquement au signal de l'aiguilleur. Les bandits contraignent alors l'infortuné de brandir et d'agiter sa lanterne afin d'arrêter le convoyeur et de le braquer. Si un passant succombe parfois à une balle perdue, les raids opérés par le gang sont rarement meurtriers. Mais leur réputation grandissante nuit à celle des compagnies ferroviaires qui finissent par promettre 40 000 $ pour la capture des bandits. Des chasseurs de primes finissent par rejoindre des shérifs opinâtres, terrés, à court de ressources, éprouvés par la perte de Charlie Bryant lors d'un braquage. Les Dalton sentent l'étau se resserrer sur eux. Seul le retour de Gratt, échappé de Californie, les réconforte légèrement. Rêvant d'une nouvelle vie au Mexique, Bob imagine finir la carrière du gang sur un exploit. Il veut braquer 2 banques en même temps à Coffeyville, qui est une petite ville connue des Dalton. Malchance ou amateurisme, l'exploit va virer à la tuerie. Le 5 octobre 1892, au matin, 5 cavaliers arborant de fausses barbes s'engagent dans la rue principale. Mauvaise surprise, les travaux bloquent l'accès. Le gang doit poster les chevaux plus loin que prévu. Bob et Emmett s'en vont attaquer la First National Bank, braquant clients et caissiers. Tandis que quelques rues plus loin, Gratt, Bill et Drick Broadwell font de même à la Condon Bank. Là, un courageux caissier dit à Gratt d'attendre quelques minutes, le temps de l'ouverture du coffre qui est commandé par une minuterie. Il s'agit bien entendu d'une ruse, et c'est bien plus qu'il n'en faut pour que les commerçants de la ville qui ont reconnu les Dalton se postent à la sortie, prêts à les accueillir. Quand les bandits tentent la fuite, c'est le carnage, une vraie tuerie. 8 corps se trouvent à terre, dont 4 de nos 5 bandits. À côté de leurs corps, des sacs contenant 23 240 $. La fin du gang Dalton a sonné pour le plus grand soulagement des habitants de la ville. Tous défilent à la prison où sont exhibées les dépouilles des brigands, pendant qu'Adeline veille sur Emmett, qui a été criblé de 21 balles de chevrotine. 1892, la conquête de l'Ouest est quasiment terminée et le climat s'est apaisé. Avec son dénouement spectaculaire, Coffeyville représente le dernier sursaut de l'Amérique sauvage. Sans cet épisode, on se serait souvenu des Dalton comme une bande quelconque. Le destin d'Emmett, qui a survécu à cette tuerie, va aussi contribuer à la notoriété des Dalton. Condamné à perpétuité le 8 mars 1993, il est envoyé dans une prison d'État au Texas. La bonne conduite d'Emmett lui vaut d'être libéré au bout de 14 ans. C'est ainsi qu'à 36 ans, il épouse sa fidèle Julia, devient agent immobilier en Californie, écrit des mémoires, puis se met à travailler dans le cinéma. En 1916, il joue son propre rôle dans Men of the Desert. Acteur de la frontière, puis d'Hollywood, il incarne de son vivant sa propre légende, avant de mourir à Los Angeles en 1937. Et bien voilà, jeunes gens, on arrive à la fin de cette vidéo qui, je crois, va être plutôt longue. J'avoue que j'ai trouvé pas mal de choses, j'ai réussi à bien développer, donc il y aura peut-être des trucs coupés, ça sera peut-être moins long, je sais pas, je verrai bien. J'espère que ça vous aura plu et cette histoire est quand même folle. Je pensais pas que ça s'était passé comme ça pour les Dalton et je trouve ça cool. C'est ça que j'aime aussi dans ces vidéos, c'est que j'apprends toujours des choses. Et j'espère que vous avez appris des choses aussi et que vous avez aimé. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et bisous sur Petite Miche, bien moelleux.